Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette causerie où nous allons parler de pédagogie, mais de pédagogie dans un contexte de digitalisation des enseignements, de l'accès aux ressources, avec un invité de marque puisqu'il s'agit de Christophe Fournier, le président d'ONEGE, l'université numérique thématique des sciences de gestion et d'économie. Bonjour Christophe Fournier. Bonjour Christophe Porlier. Alors, Christophe Fournier, donc président d'ONEGE, mais tout d'abord, vous êtes avant tout professeur des universités, vous enseignez à l'IAE de Montpellier, et puis, vous pilotez un certain nombre de masters, de formations sur les questions du management commercial, et donc nous vous incitons d'ailleurs, les personnes qui nous regardent, à aller voir une causerie qui traite justement de cette question du management commercial. Pourrait-on revenir sur votre parcours d'enseignant-chercheur? Oui, écoutez, un parcours extrêmement classique après Normal Sup et l'agrégation d'économie-gestion. J'ai fait une thèse dans le domaine du sciences du management et plus particulièrement en marketing, où je me suis spécialisé après sur le management des commerciaux. J'ai eu différents postes en IUT, puis en composante, pour finir à l'IAE dans le domaine des sciences de gestion et où j'ai piloté un certain nombre de masters et de formations dans le domaine du commercial. Et l'un de mes postes donc à l'ISEM, qui est aujourd'hui appelé MoMA, qui est à l'Université de Montpellier, qui est un membre de Neige, aujourd'hui Université de Montpellier, on m'a demandé de développer le master vente, de le développer, de l'adapter à la formation totalement en e-learning avec l'AUF et le CNED. Et donc c'est ça, à partir de là, donc c'était il y a une quinzaine d'années, donc c'était bien avant le Covid, que je me suis lancé dans tout ce qui était e-learning, digitalisation des enseignements et enseignement à distance. Alors l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, et puis le CNED, le Centre national d'enseignement à distance. Alors vous êtes président d'ONEGE, j'en reviens donc les universités numériques thématiques qui sont dans le paysage national depuis de nombreuses années déjà. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ce qu'est une université numérique thématique et particulièrement celle d'ONEGE? Alors, universités numériques thématiques, elles ont été créées à peu près en 2005. L'idée, c'était d'aider les universités à digitaliser, à faire du e-learning sur certains de leurs cours. Et donc, les universités numériques thématiques, donc ONEGE pour l'économie et la gestion, on a UNIT pour les sciences de l'ingénieur et technologie, on a UOH pour les humanités. Bref, il y a un certain nombre d'universités numériques thématiques qui vont c'est des émanations du ministère, qui vont recevoir des dotations ministérielles de façon à pouvoir produire des ressources éducatives libres, c'est-à-dire qui sont accessibles à tous gratuitement, de façon à aider les collègues des universités à mettre en place des cours en e-learning et à digitaliser leurs enseignements. Alors, au Neige, plus spécifiquement, que vous pouvez aller voir le site en ligne. Aujourd'hui, c'est principalement des ressources éducatives libres qui sont proposées, mais c'est également des journées recherche qui sont organisées. Donc aujourd'hui, avec le Covid, bien entendu que ONEGE et toutes les universités numériques thématiques qui sont regroupées dans une coquille qui s'appelle l'université numérique, j'ai oublié de le préciser, ces universités numériques thématiques et notamment ONEGE proposent tout un tas de ressources éducatives libres que vous pouvez, par exemple, voir ici, qui sont un ensemble de ressources, par exemple, que vous pouvez utiliser, que les enseignants-chercheurs peuvent utiliser dans le cadre de leur enseignement. Par exemple, vous avez des cours de gestion des ressources humaines, de théorie des organisations, et vous allez avoir ici, par exemple, théorie des organisations. Si je regarde, vous avez un équivalent de cours de 30 heures présentielles, avec présentation des cours, des chartes graphiques, un format H5P qui a été mis en place et une structure de cours relativement standardisée avec à chaque fois une présentation d'un chapitre de cours et puis la plupart du temps une application et ensuite un petit quiz d'auto-évaluation des connaissances. Voilà. Donc ONEGE, principalement, c'est la mise à disposition de ressources éducatives libres, accessibles à tous, dans le domaine de l'économie et de la gestion. Et puis un autre axe que je développe particulièrement, c'est tout ce qui est recherche sur la pédagogie et l'innovation pédagogique, toujours dans le domaine de l'économie et de la gestion. Alors Christophe Fournier, donc c'est effectivement des cours qui sont produits pour les enseignants, qui sont des cours ouverts, qui sont accessibles. Ces cours sont produits par un ensemble d'universités qui sont membres de l'UNT.
membres ou pas membres, des collègues qui ont envie de produire des ressources, qui ont une petite fibre innovation pédagogique et qui sont prêts à faire l'effort de passer d'un cours en présentiel et d'un cours que je commence à mettre sous forme numérique et de faire tous les efforts et le travail nécessaire pour pouvoir mettre ce cours sous format totalement numérique. En effet, ça demande des efforts extrêmement importants et une charge de travail qui est extrêmement importante parce que lorsque je suis dans un cours en présentiel, si une question dans un exercice n'est pas forcément très claire, je suis là, je suis présent pour pouvoir ajuster la question et répondre aux étudiants qui commencent à douter, paniquer, voire un petit peu se rebeller. Quand vous êtes en distanciel, vous n'êtes pas là pour réajuster le tir et donc il faut penser à toutes les questions possibles et enlever toutes les ambiguïtés possibles de façon à ce que ce soit clair du premier coup. Donc ça demande une conception pédagogique extrêmement importante. Et puis, il faut complètement adapter le cours. C'est quelque chose, je reprends la citation que j'avais entendue dans un congrès que j'avais beaucoup aimé, faire du cinéma, ce n'est pas filmer le théâtre. Et donc, faire un cours pour le distanciel, ce n'est pas juste prendre ses PowerPoint, commenter, et puis hop, on a le cours en e-learning. Donc, il faut revoir totalement sa conception pédagogique. Et c'est un effort extrêmement valorisant, mais qui demande beaucoup de temps et d'énergie. Qui demande beaucoup de temps et d'énergie et qui peut aussi nécessiter de mobiliser des équipes, puisque aujourd'hui, vous avez, notamment à Onège, des métiers qui sont là aussi pour accompagner les enseignants dans la production de ces parcours. Alors, c'est un grand enseignement de tout ce qui est numérique dans la pédagogie, et j'avais déjà expérimenté ça quand j'avais fait le MOOC sur le management des forces de vente, c'est-à-dire que là, on travaille avec une véritable équipe. On a toujours parlé d'équipe pédagogique au niveau des enseignants, mais c'est quand même assez simple, une équipe pédagogique. Quand vous êtes en classique, vous regardez un petit peu vos plans de cours de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de chevauchement, comment vous regardez la progression pédagogique, etc. Là, lorsqu'on est dans le e-learning ou dans tout ce qui est digitalisation, il y a une vraie équipe pédagogique qui est là autour, pédagogique, technique, ingénierie. Vous pouvez avoir des techniciens de la captation vidéo, donc vous allez avoir des caméramans, vous pouvez avoir des gens qui vont faire du montage derrière dans une régie telle que l'on l'a à quelques mètres de nous. Vous avez des gens qui peuvent faire du design autour de vos ressources. Vous avez bien sûr les ingénieurs pédagogiques qui vont vous aider à comment vous faites faire passer une idée. Quand vous êtes en cours, vous êtes devant votre tableau et vous avez vos 30 étudiants devant vous, vous ne passez pas de la même façon une idée lorsque vous n'avez personne et que vous envoyez derrière une ressource digitale. Donc l'équipe technico-pédagogique, elle est fondamentale et ça change complètement, ça modifie en profondeur le métier d'enseignant et d'enseignant-chercheur. Christophe Fournier, donc, on parle de e-learning, de digitalisation des enseignements, de formation ouverte et à distance. On s'y perd un peu. Comment s'y retrouver dans toutes ces appellations? Alors oui, il y a un petit peu un foisonnement d'appellations. Des fois c'est synonyme, des fois c'est complémentaire. Moi, ce que je distingue, c'est ces deux choses. C'est les ressources que l'on va utiliser pour les cours et la digitalisation, puis c'est le process, tout ce qui est l'ingénierie pédagogique. Alors si on parle de ressources de cours, j'allais dire, j'aime bien provoquer en disant c'est les cassettes vidéo qu'on avait il y a une quinzaine d'années. Donc aujourd'hui, on va faire des vidéos, mais on peut avoir des formats extrêmement différents. On peut avoir de l'écrit, tel que des fichiers Word ou PowerPoint. On peut les sonoriser, mais après, on peut avoir des podcasts. Ça marche très bien en ce moment, un petit podcast. Toutes les grandes chaînes de radio, par exemple, font des collections de podcasts. C'est accessible sur Deezer, par exemple. Donc le podcast, ça fonctionne très très bien. Ça, c'est au niveau de ressources. On peut avoir des blogs, des sites web. Et puis après, il y a comment je mobilise ça, comment j'utilise ces différentes ressources. Alors, je peux toujours être en présentiel et utiliser des ressources numériques ou digitales à un moment donné de mon cours, parce que ça va permettre d'illustrer un point, ça va permettre de rompre un petit peu un cours qui peut être un petit peu monotone ou de recapter l'attention des étudiants. Mais je peux aussi derrière voir tout un tas de modalités pédagogiques. Donc j'étais sur le présentiel, bien sûr, et puis on a parlé du e-learning, de l'enseignement à distance. Un programme totalement e-learning, c'est le CNED tel qu'on le connaissait il y a 30, 40 ou 50 ans, où vous aviez le postier, le facteur qui vous amenait l'enveloppe, vous faisiez le devoir, vous le renvoyez, vous aviez la correction, etc. Donc aujourd'hui, le CNED propose ce type d'enseignement complètement e-learning. Les universités peuvent proposer des enseignements comme ça. Je propose, et je suis responsable d'une licence 3 à l'IAE de Montpellier, totalement e-learning, d'initiation au management en vue de la double compétence.
Donc vous avez d'un côté le 100% présentiel et puis vous avez de l'autre côté le 100% e-learning. Et puis bien entendu, on voit de plus en plus fleurir depuis le confinement, tout ce qui est enseignement qu'on va appeler hybride. Donc sur un même cours, vous faites 30 heures d'initiation au marketing par exemple, vous avez 2 séances qui vont être en présentiel, puis après vous allez avoir 2 séances qui vont être complètement en distanciel, donc en e-learning, et puis vous alternez comme ça. Mais sur un même cours, la séance, elle est soit en distanciel, soit en présentiel. Donc vous êtes sur un continuum, là, 100% présentiel, 100% distanciel, puis entre, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez de modalités pédagogiques. Et puis un nouveau point qui m'apparaît extrêmement intéressant, et notamment pour tout ce qui est pour toutes nos institutions de formation, c'est ce qu'on appelle le comodal. Donc je vous disais tout à l'heure, le cours de 30 heures, on peut dire il y a 5 séances qui sont faites en présentiel et 5 séances qui sont faites en distanciel. Mais la séance qui est faite en présentiel est faite en présentiel. Si vous ne pouvez pas venir, vous n'assistez pas au cours, vous débrouillez pour reprendre le cours. Le comodal, ça veut dire que toute séance, elle peut être proposée soit en présentiel, soit en distanciel. Et en distanciel, ça peut être synchrone ou asynchrone. Alors synchrone, ça veut dire que le prof il fait son cours et vous assistez, c'est le en direct par exemple. Et puis asynchrone, ça veut dire que le cours il est enregistré et vous pouvez y accéder à tout moment. Et donc le comodal, c'est un dispositif pédagogique qui me paraît extrêmement intéressant, notamment dans le cadre de la formation continue, où chaque unité de cours peut être accessible en présentiel, elle peut être accessible en distanciel synchrone ou en distanciel asynchrone. Je pense que là, on a une piste extrêmement intéressante pour la formation continue de création de valeur pour l'apprenant. Je prends un exemple, peut-être un petit peu simple. On prend du personnel navigant d'une compagnie aérienne, un pilote, une hôtesse de l'air. Une hôtesse de l'air qui veut se doter qui veut monter en compétence et qui veut par exemple un master. Elle est basée je sais pas, à l'île de la Réunion, peut-être chez Air Austral. L'Université de la Réunion propose une formation. Elle est là à Saint-Denis. Elle vient en salle de cours assister aux cours présentiels. La fois d'après, elle est en escale à Maurice. Il n'y a pas ou peu de décalage horaire. Elle n'est pas présente dans l'amphi de Saint-Denis, mais elle va suivre le cours en direct. Et puis, une autre fois, elle est, je sais pas, à Bangkok, je crois, qui est desservie par Air Austral. Donc, il y a plusieurs heures de décalage horaire. Ça tombe en pleine nuit quand elle est à Bangkok. Elle ne peut pas être en distanciel synchrone, mais dès qu'elle va soit revenir à la Réunion, soit qu'elle aura fini son escale, elle va accéder à la ressource asynchrone. Donc ça crée de la valeur et ça permet véritablement de répondre aux attentes des individus. Je viens, je suis là, je peux venir, je viens, j'ai les échanges avec le prof, etc. Je ne suis pas là, mais je suis en direct, je peux interagir sous forme de chat en direct avec le prof. Je ne suis pas là, je suis en asynchrone, ça me permet quand même de suivre le cours, j'ai un forum. Alors ça, bien entendu, c'est quelque chose qui est complexe à mettre en œuvre pour nos universités, qui demandent des ressources humaines très fortes, des ressources technologiques. Le prof, c'est pas évident quand je suis en amphi de pouvoir à la fois répondre aux questions, piloter mon cours, suivre le chat des gens qui sont en synchrone, mais je pense que c'est une piste véritablement à suivre et qui est extrêmement intéressante, notamment dans le cadre de la formation continue, où là je crée de la valeur et je peux valoriser mes programmes. Alors Christophe Fournier, le comodal, finalement, vous le présentez, cette approche comme une approche parfaitement adaptée à une évolution aussi. On l'a vu au travers de la crise Covid que nous venons de traverser, des changements de pratiques, des habitudes, d'autres habitudes qui se sont prises. Et on le disait en préparant cette émission, certaines personnes aujourd'hui, par exemple, ne souhaitent plus se dépasser pour suivre un cours ou pour donner un enseignement. Et à contrario, d'autres ne veulent plus surtout revenir au numérique et à l'absence de contact présentiel. Bon, probablement que la vérité ou du moins la justesse est entre les deux, mais finalement le comodal permet de répondre finalement aux deux problématiques. Mais absolument, je pense que c'est un petit peu le défi qui nous attend et les pistes d'évolution et de réflexion sur lesquelles nos composantes, nos universités doivent s'engager. On entend des fois dire que peut-être que l'enseignant-chercheur, le prof va disparaître parce que le e-learning, ça fonctionne très bien. Et là, je pense, j'aime bien faire un parallèle avec le e-commerce et tout ce qui est développement au niveau du commerce. Alors certes, Internet est très important aujourd'hui. Amazon a des grandes parts de marché, mais il y a encore beaucoup de consommateurs qui aiment aller faire leurs achats dans des magasins physiques. Et puis il y en a qui veulent que du en ligne, il y en a qui veulent que des magasins physiques, et puis il y en a qui, en fonction des situations, en fonction du produit que j'achète, ils vont passer par Internet ou aller dans un magasin. Mais là, je pense que ça va être un petit peu la même chose. Il y a des apprenants qui vont vouloir
voir que du e-learning. Pourquoi? Parce qu'ils sont empêchés. Ils sont empêchés pour différentes raisons. Ils sont handicapés, ils sont très loin, ils sont malades, ils sont phobiques de la foule, donc ils vont vouloir que du e-learning. Il y a des gens qui veulent de la relation, qui veulent vraiment du contact physique et tout ce qui est ordinateur, ils ne veulent pas en entendre parler. Donc eux, ils vont vouloir que du présentiel. Et puis il y a des gens, en fonction de la situation, peut-être qu'ils voudront du présentiel ou du distanciel et on sera dans de l'enseignement hybride. Et puis face à ça, on a le collègue enseignant-chercheur. Celui qui, finalement, pour X raisons, il se dit, moi, le e-learning, ça me va très bien, et donc je veux faire tout ou une grande majorité de mes cours en distanciel. D'autres collègues disent, non, non, moi, l'interface technologique, tout ça, j'en ai un petit peu assez, on en a beaucoup eu pendant le Covid, je veux revenir avec mes salles de cours, mes collègues que je veux voir à la pause, et surtout la relation avec les étudiants, et pouvoir leur transmettre directement, et ces interactions qui sont bien meilleures que lorsque je suis à travers un écran, et c'est extrêmement important, donc moi, je veux du présentiel. Et puis des collègues, j'en fais partie, dans certaines situations, l'enseignement à distance, c'est très bien. Dans d'autres situations, le présentiel, c'est super. Et il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Donc moi, ce que je vois un petit peu, c'est de faire ce parallèle. De même qu'on a ce qu'on appelle un client mixte dans le domaine du commerce, je pense qu'on va avoir un apprenant mixte et puis des apprenants exclusifs. Et que le challenge de nos institutions, c'est de pouvoir répondre à chacun et de pouvoir proposer en ligne, en présentiel ou au choix. Vous venez quand vous voulez, comme vous voulez, et nous, on s'adapte et on vous propose les modes de diffusion et on vous propose des modes d'apprentissage qui vous correspondent le mieux. Alors, vous pointiez du doigt aussi la nécessité de compétences peut-être nouvelles. Je pense notamment aux enseignants et enseignants-chercheurs qui, aujourd'hui, dans les universités, doivent à la fois maîtriser un dispositif technique, doivent maîtriser une autre façon de communiquer avec le numérique. Finalement, la posture en tant qu'enseignant, peut changer aussi. Donc, on a une évolution de la pédagogie, mais ça suppose de la formation. Tout ça, ça suppose des compétences peut-être que tout le monde n'a pas. Alors, l'évolution de la pédagogie, elle est indispensable. Elle est indispensable du fait de toutes ces évolutions technologiques et post-Covid, de e-learning. Elle est indispensable du fait de nouvelles populations. Quand on est en formation initiale aujourd'hui, nos jeunes qui ont 18-20 ans, ils ont connu Internet, ils ont été élevés avec les smartphones, etc. Donc, ils ont une autre vision de la digitalisation. Et bien entendu, il faut voir comment ils apprennent. Est-ce qu'on apprend de la même façon qu'il y a 20 ou 30 ans? Est-ce qu'on apprend de la même façon lorsqu'on est en présentiel ou lorsqu'on est en distanciel? C'est pour ça que j'anime donc des ateliers de recherche sur l'innovation pédagogique et la pédagogie en économie-gestion pour voir si les modèles sont transposables ou comment on les adapte. Et bien entendu, qu'il faudrait, et c'est des choses importantes, les services, alors Otis, Sun, DSIN, ça dépend des universités, engagent beaucoup d'efforts en ce moment pour former les collègues et essayer de voir comment il est nécessaire de revoir la pédagogie de façon à pouvoir être efficace et qu'on dote bien nos étudiants et nos apprenants des compétences, des connaissances nécessaires. Donc, en tant que président d'ONEJ, vous animez aujourd'hui et vous faites en sorte qu'il y ait un séminaire de recherche sur cette question de la pédagogie à l'ère du numérique, justement pour permettre à un certain nombre de collègues d'accéder peut-être à des informations qui leur permettront d'évoluer dans leur pratique. Où est-ce qu'on peut retrouver ces documents aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce qu'ils sont accessibles? Comment est-ce qu'on peut accéder à ces documents? Oui, bien entendu. Donc, si vous allez sur le site d'ONEJ, vous voyez qu'ici, on a le 4e atelier de recherche. Donc, si vous allez dans le site, vous allez trouver l'ensemble des interventions qui ont lieu. Et il n'y a pas d'acte, parce que c'est un format très, très léger. Mais vous allez pouvoir avoir la liste des collègues qui ont communiqué sur ces 4 ateliers de recherche. Et vous pouvez les contacter pour avoir des renseignements et sur la façon dont ils voient l'innovation et la pédagogie dans le digital. Vous pouvez bien entendu vous inscrire à notre newsletter, ce qui vous permettra d'avoir l'ensemble des informations en temps réel. Et puis, comme vous pouvez le voir sur le site, là, on prépare avec 2 collègues un appel, un cahier spécial dans la revue Management à venir sur les innovations pédagogiques durables post-Covid. Donc, l'appel se termine au 1er novembre. Et on a réalisé avec François Chevalier un numéro spécial de la revue AGRH qui est sorti l'année dernière, toujours sur ces innovations pédagogiques dans le domaine plus de management et gestion des ressources humaines. Donc, vous avez tout un tas d'informations qui sont à notre disposition, puis n'hésitez pas à me contacter et surtout à venir nous voir avec vos propositions, vos témoignages, vos retours d'expérience.
Alors, en tant qu'université numérique thématique, de la même façon, vous proposez aussi, dans le domaine des sciences de gestion et de l'économie, des modules ou des parcours de formation qui peuvent permettre à certains établissements de proposer une partie de leurs enseignements à partir des ressources qui sont proposées dans le cadre de l'UNT. Alors, l'appel d'offres dont nous avons été lauréats dans le cadre de l'université numérique avec d'autres universités numériques thématiques, l'appel d'offres Punchy, hein, sur lequel on travaille depuis 1 an, vise à produire, on va dire, 80% des ressources pour une L1, L2, éventuellement L3, d'économie-gestion ou de sciences de gestion. Et donc, on met à disposition, on est en cours de production des ressources, donc j'y reviens sur les nouveaux cours. Vous avez par exemple des cours de gestion des ressources humaines, de théorie des organisations, qui sont des cours d'introduction qui sont dispensés dans ces parcours L1, L2, éventuellement L3, et qui sont complètement téléchargeables par des collègues qui opèrent dans ces programmes et qui peuvent les aider à mettre en ligne, soit dans une vision hybride, soit dans une vision, j'ouvre un parcours complètement à distance. Donc ça, c'est vraiment, pour le coup, une vraie valeur ajoutée aussi proposée aux établissements au travers de l'UNT. Hein. Absolument. Et je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le redis, notre mission, c'est ressources éducatives libres. C'est-à-dire que c'est de l'open éducation, et les REL, ressources éducatives libres. Ça veut dire qu'on a des auteurs qui mettent à disposition sciemment, consciemment, leur production, leur savoir-faire qui peuvent être utilisés dans le cadre de la formation initiale par tout collègue, par toute université en France, en métropole, à La Réunion et dans le monde. On a beaucoup de conventions de partenariat avec des pays d'Afrique, des universités virtuelles par exemple, ou des grandes universités en Afrique. Alors, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui le développement de l'UNT au Neige dans le paysage national et international? Alors, au Neige, on est revenu, j'allais dire, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, suite au Covid, à notre métier de base qui est la création de ressources, créer des ressources pour les collègues dans le domaine de l'économie de gestion et ressources digitales. On est en beaucoup de partenariats avec les pays d'Afrique, principalement francophones, qui ont un très grand défi à relever, c'est-à-dire qu'ils ont une démographie qui est extrêmement importante. Et alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est pas possible de pouvoir accueillir dans les amphis l'ensemble des candidats. Donc, il y a un problème qui est là, il y a un problème de ressources humaines, de compétences en profs, là également. Il n'y a pas non plus le nombre de profs nécessaires pour pouvoir former, éduquer l'ensemble de la population qui le souhaiterait. Donc, ça passe par de l'enseignement à distance, bien entendu. Et là, on passe, et le ministère nous incite, bien entendu, et nous soutient dans cette politique des conventions, de façon à pouvoir mettre à disposition ces ressources éducatives libres, les mettre sur des serveurs qui permettent à leurs étudiants de facilement accéder à ce type de ressources. Donc on a devant nous des boulevards d'actions possibles et de challenges à relever parce que cette ressource éducative libre, la connaissance, ça devient un élément stratégique pour les pays et notamment pour les jeunes de demain. Un élément stratégique, évidemment aussi de la coopération. C'est vrai que les UNT en général sont très impliqués dans des dispositifs internationaux. On le voit aujourd'hui, il y a quand même eu de grandes évolutions puisque nous sommes passés, et cette dernière période Covid a fait qu'on a quand même basculé. Les universités se sont digitalisées de façon forcée. Donc, est-ce qu'on a aujourd'hui quelque chose qui, on peut imaginer, s'installe de façon pérenne, c'est-à-dire que y compris dans les habitudes professionnelles des enseignants-chercheurs, et puis aussi des étudiants? Je pense qu'il y a un pas qui a été franchi, on ne reviendra pas comme avant, on ne reviendra pas à la vie d'avant sur ce point-là. Jusqu'où on ira, je ne sais pas. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est il y a des collègues qui ne veulent pas revenir au digital. Il y a des collègues qui, au contraire, ne veulent plus revenir peu en amphi. Ce qui est sûr, c'est que les choses ont évolué, les choses vont continuer à évoluer par nécessité, parce que je pense que même les apprenants, et puis toute cette nouvelle génération qui est élevée sur les tablettes, sur les smartphones, etc., c'est une façon extraordinaire de pouvoir diffuser du contenu.
Christophe Fournier, je pense que ce sera le mot de la fin. Je pense qu'on a fait le tour. Merci d'avoir bien participé à cette causerie pédagogie, où on a parlé de digitalisation des enseignements, de formation ouverte à distance, de l'université numérique thématique au neige. Donc à très bientôt, puis bonne continuation. Bah, écoutez, Christophe Porlier, merci beaucoup de votre accueil et de cette causerie. Merci beaucoup et merci à toutes et tous et à très bientôt.